La Corse est une montagne dans la mer. Une île dont le centre se dresse à la verticale, en une multitude de pointes acérées, de crêtes dentelées, de roches brisées comme des éclats de cristaux. C'est un univers minéral tourmenté, nu et désert, qui semble appartenir à un autre monde, à une planète lunaire. S'il n'y avait dans les creux quelques petites retenues d'eau et des touffes d'herbes rases. Le paysage est à la fois désolé et sublime, peut-être à l'image de la genèse du monde au premier temps de la création, lorsque tout n'était encore que roche et cendres. Parfois, entre ces sommets de pierre, des coulées de verdure forment comme des rivières qui sillonnent le long des massifs. Ce sont des prairies naturelles, gorgées d'eau, qui se sont en réalité développées à l'emplacement d'anciens lacs glaciaires, dont on peut encore distinguer les traces sous le tapis de verdure. Ces prairies sont-elles des oasis au milieu du désert, des îlots de vie et d'abondance, inattendus et mystérieux? Des sortes de jardins secrets, le paradis de quelques troupeaux errants, le domaine réservé de quelques dieux. Juste au-dessous de ces jardins d'Éden, les premiers plateaux d'altitude sont comme des champs de bataille, couverts de rochers éclatés et épars, comme si des affrontements surnaturels s'y étaient déroulés, des guerres célestes, entre cohortes titanesques armées de pierres. Ici, on rentre dans le domaine réservé aux dieux, car les montagnes ont toujours été créées par les dieux. Et les divinités grecques siégeaient sur le mont, là, haute chaîne de montagnes. Qui était? C'est bon ici, hein? Ouais. Zeus vivait dans ces montagnes, enfin, plutôt ailleurs, puisqu'il est né sur le mont Lycée en Grèce. Il y avait aussi Lug, dieu des Celtes. Il y a aussi Odin et Thor qui vivaient dans le monde d'Asgard. Il y avait Vishnu et son fils Ganesh, mi-homme, mi-éléphant. Parce qu'il avait un cabou d'éléphant et le corps d'homme. Ah ouais. Et il avait un bide, un gros ventre qui portait bonheur. Ouais. Ça marche sur toi aussi. Et ça marche, tu ne peux pas prendre de sortilège. Et tous ces dieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? À la création, ils ont créé tout ça, tout ce qu'on a devant nous. Ces pierres, avec ces lichens, ces plantes, ces fleurs, ces montagnes, les rivières, les océans. Ils ont bien fait les choses, hein? Ouais. En Corse aussi, alors? Et encore ceci, parce qu'ils vivaient, et ils vivent toujours d'ailleurs, sur les cimes, sur les crêtes inaccessibles. Et ouais, les zones sacrées. Attention. Et en fait, ils sont grands protecteurs de notre île. Et ils surveillent chaque mouvement d'entre nous. Et si on n'est pas correct avec la nature, il nous le fait payer. Moi, je croyais que c'était le diable plutôt qui habitait les montagnes. Tu sais qu'elles étaient des sortes de passages vers des mondes souterrains. Des sortes de passages vers des mondes issus des ténèbres, tu sais. Ouais, mais en fait, il y avait les dieux sur les sommets, et en dessous, il y avait les démons et le diable qui vivait dans les bas-fonds de la terre, les entrailles où il y avait des flammes et tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la montagne, enfin les populations du néolithique, elles ne vivaient pas en montagne. La terre était réservée aux dieux, ils ne voulaient pas les offenser, donc ils restaient plus bas. Et puis, il n'y a rien qui poussait, il y avait beaucoup de cailloux. Eux, ils étaient en bas, ils cultivaient la terre, ils élevaient les bestiaux. Et aujourd'hui, nous y sommes, ici, à profiter de ce paysage. Et tu as raison, hein, quand tu dis que les dieux vivaient sur les sommets. C'est plus facile, en fait, plus près du ciel, comme ça. On entre plus facilement en résonance avec les astres, avec la lumière divine. Ouais. Et puis au-dessus de toutes ces cimes, qu'est-ce qu'il y a? Le jardin d'Éden.
Jardin d'Éden, quand tu sais que la montagne était habitée par le diable, selon de très nombreuses légendes corses, hein, je t'en raconterai quelques-unes si tu es sage. Ça va me plaire. Hein. Puis tu sais que même si aujourd'hui on n'est pas trop, on n'a pas trop peur du diable, il faut faire attention parce que les chemins sont jalonnés de pièges. Et oui. Après vous. C'est moi qui ouvre la route alors. Oui. Je médite derrière toi. Ah d'accord. Je contemple la beauté de la nature. Allez viens Vishnu. On a le vent de face, hein. Ouais, c'est dur là. Le souffle des dieux. Tu marches comme Gollum, toi. Et tu le fais pas bien, regarde. Venez, le hobbit. Parfois, un petit lac glaciaire au bleu profond orne le cœur des massifs, comme une mystérieuse pierre précieuse dans sa gangue minérale. Un saphir dans son coffret métallique, une perle dans son écrin de coquille. La montagne épouse alors la forme d'un calice, aux bords ébréchés, une coupe d'eau pure et limpide qui scintille sous le soleil et illumine les sombres parois rocheuses. Le décor est fabuleux, grandiose, démesuré. Les cimes côtoient les cieux à en donner le vertige. Nul sentier n'entaille ces flancs escarpés qui s'élancent jusqu'aux nuages dans un tumulte de roches et de buissons enchevêtrés, parfois entrecoupés de falaises ou de précipices. L'homme qui se hasarde dans cet univers inhospitalier doit tracer sa propre voie, sa propre destinée. À l'instar des conquérants qui jadis partaient pour des terres lointaines et inconnues, les alpinistes d'aujourd'hui sont des aventuriers téméraires qui défient la nature et ses lois. Bien attaché là, tu es sûr. Attention, attends. On va assurer le coup. Un peu le nez. Voilà. Je suis pas très rassurée, hein, Paul. Ouais, mais mets bien tes pieds où il faut. Voilà. T'as pas le vertige au moins. Hein? Oui, j'ai le vertige. Là-bas, bien, regarde, là, il y a des trous. Là, on est sur une arête. Là, il y a un creux, là. Fais attention. Mais où tu m'emmènes? On pouvait pas passer par le chemin des touristes. Mais non, t'inquiète. C'est que mon aïeul, c'était Jacques. Jacques qui? Jacques Balmat. Qui est Jacques Balmat? C'était un cristallier, figure-toi. C'était un mec qui connaissait la montagne comme sa poche. Il parcourait les Alpes Attends, j'ai peur. à la recherche de cristaux, du quartz, Ah oui? qui valait cher à l'époque. C'était au XVIIIe siècle. Et du quartz, on en faisait des seaux, des coupelles qu'on vendait à des nobles. D'ailleurs, qu'est-ce que nous barre? C'est
ça. Ouais, tu vois. Ça, j'ai bien hérité de lui. Par contre, l'escalade, c'était pas trop mon truc. Hein. C'est maintenant que tu me le dis. Ah, ils sont petits, les grains de quartz, là, mais Auguste. On va aller plus haut. Attends, Tigui, hein. Voilà. Regarde ça. C'est par là que tu veux qu'on descende? Eh, je crois on va se mettre dans l'autre sens. Oh maman. Ouais. Attends, on est entortillé là. Qu'il faut. Et tu vas le premier? Voilà. Fais le passer. Et c'est moi qui descends? Ouais, oui, maintenant tu es devant. Oh, ouais, tu veux me doubler, toi. C'est bon? Ah, c'est trop loin. Attends, je mets un peu de magnésie. Bouge pas, hein. Ça, tu m'entraînes. Voilà, ça accroche mieux. C'est bon, quoi. Allez. Attention. Oh, on s'est encore entortillé, regarde. Ah, regarde, oh là là. Attends, Tu t'y connais. Vas-y, lâche, là. Attends, j'ai défait là, on va sauter. Où sauter? Là. Ah, je me sens mieux. Allez. Allez, vas-y, on peut. Si jamais tu me réceptionnes, allez. Ouah. Voilà. Oh mon Dieu, je me sens mieux là. Ouais, finalement, en escalade, mon aïeul, il m'a pas appris grand-chose. Hein. J'ai plutôt reçu les gènes d'un bon cristallier. Jacques. Hein. Tu le connaissais, Jacques Balma? Mais non, toi justement, qui c'est ce Jacques Balma? Eh bien, Jacques Balma, c'était un cristallier, mais avant toute chose, c'est un personnage très connu et très célèbre. C'était l'homme qui a gravi le Mont Blanc le premier. Ah bon? C'était de ça en 1786. T'imagines un peu? Et c'était ton aïeul. Voilà. Et tu dis qu'il était savoyard, donc tu es savoyard aussi. Pas vraiment, mais bon, il y a quand même une petite descendance. Tu sais qu'à l'époque, gravir le Mont Blanc, c'était important pour les gens bien, les ministres et tout, de voir que quelqu'un puisse gravir le Mont Blanc le premier. Donc ils ont donné quand même des sommes, il y avait quand même des récompenses pour celui qui arrivait le premier là-haut. Donc c'était un peu la course et puis le prestige en même temps. Et ce Jacques Balma, comme il connaissait très bien la montagne, hein, les roches et aussi tout ce qui était nature et autres, donc il a attaqué le Mont Blanc et donc il a commencé à le gravir et puis malheureusement il n'est pas arrivé. Donc il est redescendu et quand il est redescendu, il a appris que 5 alpinistes étaient partis sur le Mont Blanc. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris le ravitaillement, il a pris le matériel. Bon, à l'époque, on n'avait pas le matériel comme on a aujourd'hui. Oui, j'imagine. Hein. Il y avait quelques cordes, quelques bâtons en fer, quelques vieux piolets. Donc il a doublé la cordée de 5 alpinistes. Et ensuite, il a fait un bivouac et puis il n'a pas réussi à gravir le Mont Blanc. Ce n'est que quelques mois après qu'il a réussi, accompagné d'un docteur Paccard qui avait financé l'expédition. Et donc il a réussi un beau jour de 1786, à l'âge de 24 ans. Hey. T'imagines? Jeune, hein? Ouais, je dirais on a boudin, ça compte tout. Il me ressemblait un peu, apparemment. Ouais. Alors, derrière ça, après, il a fait le guide sur le massif du Mont Blanc. On l'a même appelé Jacques Balma dit le Mont Blanc. Ah ouais. En fait, il y avait comment tu appelles ça, le gouverneur en fait, de Sardaigne et du duché de Savoie qui lui a donné ce titre. Le titre. Voilà. Donc il a guidé un peu comme ça toute sa vie. Il a d'ailleurs emmené une des premières femmes, la première femme à être montée sur le sommet du Mont Blanc, s'appelait Marie Paradis. Ça s'est passé en 1811. Ouais. Un personnage. Il était originaire je crois, de Chamonix. Ah ouais. D'ailleurs, il y a sa statue là-bas. Tu regarderas, si tu y vas, tu regardes un peu le profil. Pour la ressemblance. Ouais. Voilà, donc tous ces personnages connus de la montagne en Europe et même en Corse, parce qu'ici il y a aussi des alpinistes. D'ailleurs, on parle de montagne, mais en Corse, on peut parler aussi de Jean-Paul Lecuige, qui est un des premiers guides de haute montagne. Et on peut dire que la montagne sans Jean-Paul Lecuige, c'est comme le désert sans ses Touaregs. Moi, la prochaine fois, je ferai appel à Jean-Paul. Hein, parce que toi, je sais pas, mais tu iras chercher tes cristaux de roche et moi, j'irai escalader avec Jean-Paul. Ouais, mais t'inquiète, on va monter un peu plus haut. On va les trouver, les cristaux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai toujours aimé faire ça. Polo, dis le Reynoso.
Jacques Balmat a emmené Marie Paradis à la conquête du Mont Blanc. 200 ans plus tard, Paul guide Karine au sommet du Renoso. L'exploit n'en est pas moins grand, au regard de la condition physique des uns et des autres. Car la montagne demande beaucoup d'humilité. Toujours est-il qu'une belle surprise attend Karine sur le versant nord, juste au-dessous du sommet. Une belle surprise en forme de cœur. Moi, ce que j'adore ici, c'est cet aspect de granit grisâtre, là, tu vois. Ça fait un peu lunaire, hein. Ouais. C'est mystérieux. Et bam! Regarde. Waouh, quelle vue! Magnifique, hein. Lac de Bastagne sous le sommet du Renoso. Et là, on est sur son versant nord. Et tu vois cet aspect lunaire avec tous ces perriers là. Hop là, je t'aiguille tout. Tous Regarde. ces rochers tout autour. Il est grandiose ce lac. Pas très grand, hein. Enfin quand même 4 hectares et demi. Hein. Ouais. Et il est magnifique avec tous ces blocs là, de pierre. C'est sublime. C'est un lac qui a quand même quelques années maintenant, hein. Comme tous les lacs corses, quelques millions d'années. Hein. Celui-ci il est compris entre 14 000 et 10 000 ans. T'imagines, ça fait bien de lurette hein, qu'il a été formé. Sous l'effet d'un glacier, bien entendu. Hein. Comme tous les lacs de Corse. Hein, ça, c'était une vraie vallée glaciaire. Hein. Tu le vois, le glacier, il était là, bleu, tout autour. Là. Il est monté jusqu'au Renoso. Hein. Ah ouais, ça va être impressionnant. Ouais, t'imagines la masse, le volume de glace, le poids hein, qui a creusé le lac. Et en fait, il a creusé assez profond, puisque c'est un des lacs les plus profonds de Corse, avec à peu près, on va dire 30 mètres de profondeur. Ouais, le plus profond, c'est... le Capitelle. Voilà, tu m'enlèves de la bouche. Il fait 42 mètres hein, de profondeur. C'est ça. Ouais. Il est beau. Hein. C'est impressionnant quand même, cette couleur verte intense. Hein. Ouais, alors ce vert, il est dû en partie à une algue hein, qui est à l'intérieur de ce lac et qui va monter, qui flotte et qui va monter et va donner cette couleur verdâtre. Hein. En plus, avec des fois les reflets du soleil, ça donne de très belles couleurs. Et dans d'autres lacs, on retrouve aussi des espèces d'algues filamenteuses ou des potamogetons comme sur le lac du Nîmes. Tu vois. Chaque lac a ses spécificités. Il est très beau. On voit bien le cercle comme ça, comme il est bien fermé. Et s'il n'y avait pas ce bourrelet, alors en fait, l'eau, elle aurait dévalé dans toute la vallée de l'autre côté. Et ouais, en fait, tu as bien le verrou hein, que forme le glacier quand il fond. Et après, ça fige. Ah. On s'approche du bord. Ouais, il y a un peu de monde hein, aujourd'hui. J'entends les voix, j'entends des voix partout. Hein. Attention. Hop. En attendant, j'ai le look de Bardenne. Mais Viens, c'est parfait Javier. pour la montagne. Javier, viens aquí. Et là, on arrive dans la demeure de la déesse Aphrodite. Je sens bien sa présence. Et Bardenne l'aime bien, Aphrodite. En tout cas, ici, il n'y a que des pierres. Tu viens?
que c'est beau ici. Et ouais, c'est magnifique. Et souvent ici, on peut voir le matin très tôt la déesse Aphrodite apparaître du lac avec un glaive à la main, sortant de l'eau, toute nue, avec une queue de poisson, tout écaillé, un paquetto, bellezza, capelli ondi. Magnifique, la dame de Bastagne. Et elle mange des poissons Elle se nourrit de poissons. qu'il y a dans le lac. Ouais. Il y a des poissons, en fait, il y a des saumons de fontaine. Ah. Ouais, c'est un peu comme la truite fario, mais le dessous rouge et la robe verdâtre avec des petits points blancs. Elle a une chair saumonée. Alors, ces poissons, ils ont été introduits dans les années 70 par le parc national de la Corse. Ils ont introduit ici à Bastagne, aussi au lac du Capité, parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de ce lac. Ils ont fait ces opérations à l'époque, hein, toutes les réserves, les parcs de France. Cette réintroduction, ce sont des saumons qui viennent d'Amérique du Nord. En fait. D'accord. Tu sais qu'il y a aussi une légende qui dit que dans ces eaux paisibles, mais qui sont très très profondes, hein, vivrait un monstre, le monstre de Bastagne. Oui. Ouais. Un monstre qui se nourrit de truites et de saumons de fontaine et aussi de petits animaux qui tombent dans le lac. Et les chercheurs qui l'ont étudié disent en fait que ce serait une espèce d'énorme anguille qui mesurait plus de 3 mètres de long. Et elle serait devenue aveugle parce que les eaux sont très très sombres, très obscures. Et elle aurait de longues moustaches un peu comme les poissons-chats qui lui servent à détecter ses proies qu'elle engloutit ensuite dans une bouche énorme. Bah, alors elle doit cohabiter avec Aphrodite, Avec Aphrodite, bah dis donc. le mari d'Aphrodite. Et tu sais qu'on dit aussi que tous ces lacs de montagne sont reliés entre eux. Hein. Ils sont les fameux passages dont on parlait, tu sais, vers les abîmes qui rejoignent un peu le centre de la Terre, les ténèbres. Beau. En fait, tu dis que tous les lacs se relient Mm. par des couloirs. Donc, Ouais. ce qui veut dire que ton monstre, la fameuse anguille géante, là, Ouais, elle pourrait venir de Loch Ness. Parce qu'en fait, j'y avais pas pensé. et comme les scientifiques ne le trouvent pas là-bas, il est ici à C'est quand Bastagne. elle est là. Ça pourrait être ça. Ouais. En attendant, moi, je vais aller me changer. Pour. Tu vas pas te baigner là, non? Ouh. Elle doit être gelée. N'oublie pas d'enlever tes lunettes, Bardem, tu vas les abîmer. Ok, les lunettes de Bardenne, regarde celle-là, les lunettes de Jacques Mayol. Ah oui, tu es beau comme ça, tiens. Oh, pff, il est fou, ce type, elle est gelée, cette eau. C'est un froid. Paul, sors, Ayo! Tous les ans ici, on va chercher la dame du lac. Mais Paul, sors de là, il est gelé! Tu vas tomber malade, hein? C'est froid. Allez! Ouh! Il y a des trucs qui sautent. Cela doit faire bien longtemps, en réalité, que la montagne n'a pas été dérangée de la sorte. Les dieux semblent aujourd'hui bien cléments, tandis que les voiles se déchirent, laissant entrevoir un peu plus ce fascinant spectacle
à la beauté vertigineuse. La Corse est vraiment une île de montagnes escarpées. Elle qui s'est détachée des Alpes il y a des millions d'années, avant de dériver au milieu de la mer, elle que des convulsions tectoniques ont écrasée, plissée, redressée, puis propulsée à la verticale, au-dessus des flots, très haut, jusque dans les nuages. Vue du ciel, la Corse n'est qu'empilement de barres rocheuses, de falaises abruptes qui émergent ci et là, au-dessus des arbres, de roches effilées comme des menhirs, de massifs pointus, dressés comme des pyramides. Au pied de ces colosses de pierre, des forêts luxuriantes de pins lariches s'étendent à perte de vue, denses, touffues, impénétrables. Elles sont le poumon de l'île, sa réserve d'oxygène. Elles sont le cœur et les entrailles de la Corse, sa réserve de vie et de nourriture. Mais elles sont aussi l'esprit de l'île, là où se concentrent les mythes et les légendes. Hop là. Allez. Par là, par là. C'est ça, ouais. Magique cet endroit. Imagine le nombre de mètres qu'il y aura dans toute la forêt. Hein? Terrible, hein? Ils ont des formes différentes. Il y en a qui est trapu, gros, les autres plus fins, plus élancés. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont tout gris. Pas les troncs. Hein. Le pin maritime, il est plutôt rouge, non? Avec des écailles plus grosses. Plus prononcé, ouais, il est rougeâtre, alors que le pin lariche, lui, il est bien gris, lisse. Hein. Ouais. Puis si tu remarques, il a une particularité, hein, cet arbre. C'est-à-dire que quand il va grandir, il va perdre les branches au fur et à mesure. Là, tu vois, c'est pour ça qu'on a des troncs hyper longs, hein, et qui étaient convoités et utilisés de tout temps. Le lariche, on l'a toujours utilisé. On l'a utilisé dans un premier temps pour les mâtures des bateaux, tu vois, les mâts. On en faisait aussi même des bateaux. On l'utilisait pour faire les traverses de chemins de fer, pour faire des meubles. Tu sais que les meubles de pin lariche, quand tu prends le cœur du meuble, tu peux dire que ça bouge plus. Te durera une vie des siècles, des générations et des générations. Tu peux attaquer à fabriquer une belle oudaouli, tes archi petits enfants. Les petits filles, voilà. Ils auront toujours à la table. Coupé à la bonne lune, il va tenir des siècles. C'est pour ça que les forêts de Corse ont été si exploitées voilà, durant les 18e et 19e siècles, hein, ouais, jusqu'au début du 20e. Ouais, aujourd'hui, c'est de moins en moins exploité. Enfin, au début, c'était vraiment la production de pin lariche. Maintenant, c'est plus une forêt où on va avoir une biodiversité, on va travailler différemment que les derniers siècles. Il y a aussi de belles petites pommes de pin, des cônes radiés un peu partout. Et moi, je les prends à Noël, je les ramasse et après, je les peins couleur or. Ouais. Alors, tu sais que bon, on utilisait le bois, bien entendu, mais on utilisait aussi souvent les pins. Dans certaines régions, des régions où on n'avait pas beaucoup d'alimentation, pauvres en châtaigneraie, on prenait les pommes de pin comme ça, verts dans les arbres, et on les faisait sécher, comme à la façon châtaigne sur des séchoirs. Et après, la pomme de pin, bon, elle est verte, elle va sécher, et les petits pignots ils vont se libérer. Ah oui, ouais. Après, très petit. Ouais, on l'utilisait en alimentation. Et tu vois, celle-ci, elle est petite, alors que la pomme de pin du pin maritime, pouf. C'est clair. Ouais. Par contre, le pin lariche va pousser à de très hautes altitudes. Ici, on est à 1300 mètres, et on en a tout autour de nous. Alors que le pin maritime, il va s'arrêter aux alentours de 700, 800 mètres. Des fois, on le trouve juste un peu plus haut, mais c'est très rare. Donc des fois, on trouve les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Rarement. On a des forêts, on a les deux en cohabitation.
Elles sont magnifiques. L'arbre, on va dire, caractéristique de notre île, le plus aimé. C'est Emblématique. sombre. Elles sont sombres quand même, ces forêts. Ouais, c'est des forêts ténébreuses. Assez magiques. Ma che fai? Viens, vieni qui. Là, Pourquoi? tu passes sous la queue du diable. Oh, Ah, lâche à gauche. Ah, comme ça annule le mauvais sort. oh, Et ta, Satanas. je ne savais pas si superstitieux, hein. Ouah. Ah, Ça va maintenant? ouais, bien. Là, fais attention, les pierres, elles tiennent pas. Puis là, ça passe n'importe où. Hein, ça, là. Tu sais que ça doit être l'œuvre du diable. Quand il a labouré les rochers, il a tout fendu et il a tout laissé sur place. Le diable. Hein. Arrête un peu, oh, le diable, il dit voilà. C'est bon, hein. Cette histoire de diable, basta. Regarde-moi ça par où on passe. Les roches. Tu vois? Ça, c'était à toi. Au mago. Oh, toutes ces caillasses de partout. Eh ouais. Les forêts sombres et denses du centre de l'île sont des lieux oppressants, des mondes inquiétants peuplés d'histoires improbables qui font écho au bruissement des feuilles, au craquement des branches. C'est un univers habité d'étranges créatures que l'on entend, que l'on devine, que l'on ne voit jamais. Dans la pénombre des frondaisons, 1000 créatures invisibles se dissimulent. Bon, regarde-moi ça, l'engin. Le patriarche, le chef de clan de la forêt. Il n'a pas perdu toutes ses branches, celui-là. Ouais, mais il les a laissés pour les enfants. Tu sais, parce que quand on est petit, on monte jusqu'en haut. Moi, je montais. Et à là-haut, j'arrivais à la cime, je me faisais une cabane. Et j'observais toute la forêt. Aujourd'hui, je peux plus monter. Pourquoi? Et parce que si je monte, les branches se cassent, elles ne tiennent plus. En tout cas, moi, je vais aller chercher le chemin parce qu'on s'est un peu écarté et j'aime pas trop être perdue dans ces bois sombres, moi. Ça, c'était l'arbre de Tom Sawyer et Huck. Et puis le papa de Huck, il était méchant, c'était Joe l'Indien. Il avait peur. Ouais, Karine. Dans 10 minutes, je nous considère perdus. Hein. Paul, viens, viens, viens. Il y a le chemin. Il y a toujours eu de la vie dans ces forêts. Il y avait plein de lutins, des fées, des trolls, des bêtes obscures. Ils sont assez mystiques, hein. C'est vrai. Ah, la fourche du diable. Ah, comme elle est grosse. T'es, Satanas. Énorme, on dirait un spède ou géant.
Il va nous prendre, il va nous embrouquer. Et après, il va nous tourner à la broche comme ça, sur la braise, comme on tourne un figadillo. Et après, il prendra le pain, il va nous aplatir comme ça. Étrange forme. La fourche du diable. Ils sont étranges, ces arbres. Étrange, hein. Il y en a même de tout pourri. Regarde celui-là. Ouais. Tout pourri, il devait être énorme. Il est tout mangé par les bêtes. Ouais, les bêtes rouges à cornes, c'est les filles du diable. Tu fais que parler de bêtes, de Satan, de cornes. Il y a beaucoup de gens qui rapportent des histoires sur le diable, hein. Il était présent d'ailleurs dans la région, tu sais. Ouais. Les gens de Goigne qui racontent qu'un jour, ils l'ont vu arriver. Il était monté sur sa belle jument et il était à la recherche d'âmes païennes. Ouais. Et un soir, il est tombé sur Orso, qui était berger. Et il s'est transformé, en fait, pour passer un peu inaperçu. Il a pris l'apparence d'un cavalier. Et Orso, qui était très gentil, lui proposa en fait de partager le repas avec lui. Il avait amené quelques châtaignes et du fromage. Le cavalier accepta. Et donc plus tard, alors que Orso était en train de préparer leur dîner, la jument s'approcha de Orso et lui glissa à l'oreille « Je suis Bianca, de Goigne comme toi, une fille bien folle de son vivant, mais qui a été punie pour ses péchés et condamnée pour l'éternité à servir de monture à Satan. » À gauche. Et après, elle lui dit « Méfie-toi de ce cavalier, car il est le diable. Et surtout, n'oublie pas de te signer avant de partager ta nourriture avec lui. » Et sur ce, le cavalier s'approcha et la jument s'éloigna, l'air de rien. Donc un peu plus tard, Orso appela le cavalier pour venir manger. Hein, et il tremblait comme une feuille. Hein. Il se signa plusieurs fois devant lui. Et le diable comprit que la jument l'avait trahi. Il rentra dans une colère folle. Et en hurlant, il a pris sa jument, monta dessus et il lui déchira les flancs de ses éperons et partit pour une course folle à travers la forêt et la montagne. Et on dit d'ailleurs que la montagne garde toujours les stigmates de cette terrible et sanglante chevauchée qui découpa les arbres et entailla la roche sur le passage. Et Orso, tout ça? Orso a été épargné grâce au signe de croix, hein. Mais on dit que le diable est revenu plus tard hanter la région. Ouais, mais on dit aussi que parfois les arbres bougent la nuit. Ce sont les arbres de Dieu. Ils se déplacent, sont des nomades. Ils vont de forêt en forêt, de montagne en montagne. À une certaine heure d'ailleurs, on va regarder un petit peu, on va observer la nature. Ça me rassure à moi. Je vois rien qui bouge. Le diable est en effet revenu hanter la région. Et l'on raconte toujours dans les villages voisins les soirs de veillée, les combats qui l'opposèrent aux hommes au plus profond de cette ténébreuse forêt. Nos deux jeunes aventuriers ne savent pas encore que le chemin tumultueux qu'ils ont emprunté débouche sur un abîme noir et profond, une sombre trouée à flanc de montagne, à la quiétude presque surnaturelle. L'endroit semble pourtant charmant, enchanteur et même bucolique. Mais d'étranges histoires hantent les lieux, des histoires si noires que les habitants de la région évitent l'endroit et surnomment cette étendue d'eau le lac du diable. Oh, comme il est beau ce lac. Ouais, on est bien là. Oula, ou di Greno. Grandiose. Et tu sais que le lac de Greno, il est particulier, puisqu'il est unique. C'est le seul en Corse à être entouré de bois. Regarde, tous ces grands arbres, ces panarici qui sont sur les berges. On dirait qu'ils vont rentrer à l'intérieur du lac. C'est beau. C'est pour ça qu'il est si foncé, parce qu'il est aussi près comme ça des arbres. Hop, il est entouré. Et d'ailleurs, il y a un certain Monseigneur
Justinian, c'était un évêque de la région, hein, qui venait en visite apostolique, enfin il faisait l'inventaire de toutes les chapelles romanes qui se trouvaient un peu partout dans la montagne. Il évoquait ce lieu, hein, cette forêt de Crène, comme un endroit ténébreux de par l'épaisseur des arbres, tu vois. Et c'était un endroit si particulier qu'il y avait une atmosphère envoûtante. Il n'y a pas tort. Et en plus il y a des beaux nénuphars, regarde, ils sont magnifiques, hein. Avec ces grosses feuilles larges, des couleurs, des blancs. Ouais, c'est très beau, les mots. Ouais. Du lourd ou magnifique. C'est tellement paisible, hein. Ouais. Moi, j'y suis bien ici. Hein. C'est quand même tellement sombre. Il est vraiment, vraiment noir, hein, ce lac. Les belles sphènes. On dirait des grosses éponges. La bubble éponge. Qu'est-ce que c'est? Les sphènes, regarde, elles sont belles. Hein. Une sorte de mousse, tu vois, avec des gros filaments. Tu vois, ça fait des grosses moumoutes. Et elles se trouvent un peu partout, tout autour du lac. Et il y en a un peu partout sur les autres lacs, hein, de montagne, et souvent près des rivières, tu vois. Sur les potines. Eh bien, regarde, elles sont belles, hein. Et ça, c'est vraiment des absorbeurs d'humidité. On utilisait aussi les sphènes pour faire les serviettes hygiéniques. Mais ouais. Ou des moumoutes, tu sais. On les découpait, ils se mettaient sur. Ouais, elles sont belles, hein. C'est beau ce dégradé de verre. Très joli, les sphènes. Il est sombre, il est bien ténébreux ce lac, hein. Comme moi, un beau brin ténébreux. Tu vas me dire que c'est la dernière glaciation qui a creusé ce lac? Eh bien ouais, en fait, tous les lacs de Corse sont des reliquats d'anciens glaciers. On voit bien d'ici, hein, le lac vraiment posé au creux de la cuvette, ça remonte comme ça de tous les côtés. Ouais, eh bien, tu le vois bien, le relief le montre bien, comme tu le dis. Tu sais qu'ici, il y a des millions d'années, il y avait un glacier énorme. Hein, et le glacier, avec son poids, il a creusé cette cuvette. Et ensuite, quand il a fondu, le lac est apparu. Et c'était il y a à peu près 14 000 ans, hein, comme se sont formés tous les lacs en Corse qu'on va retrouver un peu partout dans nos montagnes. Alors celui-ci, il n'est pas très profond aujourd'hui, il est à peu près, on dirait 6 mètres, 6 mètres 50 maximum. Il est tout petit, tu vois, il fait 2,5 hectares. Mais moi, je connais d'autres histoires concernant la genèse de ce lac. Des histoires qui reprennent un peu l'impression d'effroi dont parlait Monseigneur Justiniani. Parce que figure-toi que le diable a habité ici jadis. Dans la forêt? Ouais. Il est revenu en fait hanter les habitants de la région et il a établi son campement ici. Enfin plutôt dans le lac. Hein. Ouais. Donc c'est lui qui l'aurait creusé en une nuit avec son marteau. Il a creusé très profond jusqu'aux gouffres infernaux qui rejoignent les enfers. Et puis il aurait tout recouvert de ce paisible lac. Donc caché par les eaux, il pouvait aller et venir pour commettre ses méfaits et puis revenir se planquer. Ni vu ni connu. Mais les habitants de la région ont découvert qu'en fait le lac était maléfique. Et ils ont fait appel à un exorciste très connu de l'époque, hein, qui est monté sur les berges du lac accompagné d'un berger très croyant. Donc les deux hommes, alors qu'ils étaient agenouillés sur les berges en train d'entamer leur prière, hein, il y a des moutons blancs, de magnifiques moutons blancs qui sont sortis de l'eau et qui sont venus paître autour du berger, qui resta impassible à la tentation. Quelques jours plus tard, ils étaient toujours là, hein, on vit apparaître deux coffres sur un rocher au-dessus du lac. Alors il y avait un coffre qui était rempli de pièces d'or et l'autre coffre était rempli de diamants et de pierres précieuses. Les deux coffres, ils oscillaient dangereusement et pouvaient tomber à tout moment dans l'eau, mais les deux hommes restèrent impassibles parce qu'ils savaient que c'était une tentation démoniaque. Et puis d'un coup, les eaux du lac ont disparu et on a vu Satan sortir comme ça avec les ailes encore engluées de vase. Le spectacle était terrifiant, hein. Le berger, il n'arrêtait pas de dire Jésus-Marie, Jésus-Marie, Jésus-Marie. Et puis d'un coup, plus rien. Ouais, c'était le signe de croix, voilà. Signé. Tout était redevenu comme avant. Le diable était parti. C'est une belle histoire, hein, moi, même violente. Ça fait un peu froid dans le dos. Ouais. Moi, là, je ne me baignerai pas. Hein. Ouais, et puis la couleur, mais bon.
À côté de ça, on a une lumière magnifique. Et puis, regarde, ces nénuphars avec ces grosses fleurs. Ça adoucit quand même. Ouais. Elles s'ouvrent la journée au soleil et hop, la nuit, elles se referment. Elles sont belles, hein. C'est magnifique. Mais bon, normalement, elles n'ont rien à faire ici, puisqu'elles ont été introduites, figure-toi. Comme d'autres plantes en Corse, hein. À peu près il y a une vingtaine d'années. Alors ici, on a introduit les plantes, les nénuphars, on a introduit aussi les animaux, parce qu'on a introduit les chèvres, les cochons, les brebis. Bon, tout ça, c'était il y a très longtemps, au néolithique, hein. Mais aujourd'hui, on peut dire que les nénuphars font partie de la flore de ce beau lac. En tout cas, de la jolie carte postale qu'on a devant nous, hein. Ouais. Alors, on dit qu'il y a des populations, jadis, qui fabriquaient un puissant hallucinogène, une sorte de LSD, Oui. en concassant des graines de certains de ces nénuphars, Dans la région, ici, les Crudi. paraît-il. Et après, l'obo. Tu vois, avec la fleur de nénuphar, Dulce, mes montagnes. Et remarque, bon, ça doit être une fabrication assez difficile à réaliser. Mais ils sont trop beaux. Je les aime bien, moi. Tu as raison. Tu sais quoi? Moi, je vais aller chercher le truc pour les couper, là. Ah, c'est une bonne idée, hein. Moi aussi, allez. Audizione. Alors, ça fait quel effet? J'entends des voix. C'est sûr que tu entends des voix, il y a plein de monde tout autour. J'adore la nature. Et tu sais, à l'époque, il y avait tout le monde qui fumait, hein, les anciens, mon grand-père qui fumait, mon grand-père, même mon père. Il y avait aussi Pascal et Paul qui fumaient pendant les consultes. Ça, le lotus, comme ça. Non, pas le lotus, il fumait nicotina rouge, tigre. C'était herba d'awak, le tabacco. Je t'explique même pas. On est tout fumé. Boum, pas les secchi. Moi j'en ai fumé quand j'étais petit, mais je me suis fait tout goncha. On me racava in un papa, non te gulo. Te. Je te vole. Faut tout te casser. Paul, ça fait rien du tout, elle doit être cassée, hein. Qu'est-ce que tu cherches? Un autre vis. Questo very bonbon corsi. Pourquoi tu Sai, dis ça? Parce que, tu sais, les grands-mères elles disaient dans les villages, t'es mon vieux, t'es, mangiare, pied au bonbon dans la main. Je te dis ça, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, celui qui a créé le bonbon, Haribo, il était moitié corse, moitié allemand. Ah ouais. Si chiamava Anzonto Riulace di Bunamanace Ognuno, qui fait Haribo. C'est bien, hein? Ouais. Je te crois. Me la contuvi in paese. Regarde, ça, le crocodile, le beau vert. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais faire la réintroduction du crocodile au lac du Crème. Tu vois, des noms, hein. Il va ramper. Attends, il faut lui mettre une femelle. Non. Tiens, une femelle bien piquante. Salut, toi. On se reproduit dans le lac. Allez, on y va. Allez, on dé... Non, je vais être mangé par Polo. Moi, je me demande. Hein. Oh, Voilà. c'est tout. Dopo. Anzotto. Haribo. Je savais pas que c'était corse. Le lac n'est peut-être plus hanté par le diable, grâce au courage de l'exorciste et du berger très pieux. Mais il est toujours un lieu de tentation. Avec ses beaux nénuphars qui trônent en son centre, ses berges paisibles tapissées de mousse et ses jolis petits cochons. Oui, les cochons. Ils sont peut-être sortis des eaux
à l'insu de nos randonneurs. Si les montagnes occupent tout le centre de la Corse, elles s'étirent dans toute la longueur de l'île, augmentant de taille au fur et à mesure que l'on se rapproche du nord et du célèbre Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse, culminant à 2706 mètres. Tout le massif est alors couronné d'innombrables pitons rocheux, dont plus d'une centaine s'élèvent au-dessus de 2000 mètres, façonnant un paysage chaotique de roches entremêlées. On se trouve ici, au cœur de la montagne insulaire, le long de sentiers ancestraux qui permettaient de traverser l'île d'est en ouest, par le chemin des crêtes et rejoignant les estives d'altitude. Paul et Karine suivent ces routes de jadis, sur les pas des bergers d'antan et de leurs troupeaux, en quête de pâtures estivales. Je crois qu'il y a des mouflons sur ces rochers là. Ouais, parfois. Il y a aussi d'autres animaux. Il y a des porcs, des chèvres, des vaches. Ah. Il y a un vent ici. Aide-moi. Tu m'aides jamais, hein? Allez, allez. C'est pas très gentleman, je trouve. Hein. Ah bon? Non, où? Regarde, il y a vraiment du vent, mais en tout cas, on a vraiment une vue magnifique. Hein. Oh. Regarde, de ce côté, vers la gauche, là, tu descends, tu as la rivière, là, tu descends dans la vallée des Croûtes. Là, tu vois les montagnes au fond. Et là, tout droit aussi, on a tu vois, les arbres en bas. Ça, c'est des pins riches, c'est la forêt d'Ayton. Ensuite, on va descendre vers Rives pour rejoindre Porto et le large. Et la mer. C'est beau là. C'est quand même assez aride hein, au début là. Ouais. Il y a des beaux cailloux, on dirait des monstres, des démons. Et de ce côté, on a à l'est la vallée du Niolo. Et cette forêt de Valdognello. Elle est belle, hein? Sublime. Moi, je suis plus attirée par ce côté-là quand même. Ah bon, vers le Niolo. Plus verdoyant. Et ici, tu sais qu'on appelait à l'époque les endroits ventus. Comme ici, Atteinte et Abidra. Ici, ce sont les couloirs du mal. Les couloirs du mal. Les bêtes devaient avoir l'angoisse de passer par là, non? Ouais. Moi, j'y suis bien. Regarde, là, il y a plein de caca. Ça, c'est le caca des randonneurs. Tu vas avoir beaucoup de randonneurs. Hein. Ouais. Et juste en face de nous, regarde. La petite chapelle, enfin plutôt l'oratoire San Pedro. C'est très mignon ça. Et les oratoires font partie du patrimoine bâti religieux de la Corse. Et ils ont été construits un peu partout sur les cols. Et ce sont les bergers qui les ont construits il y a très longtemps pour se recueillir. C'était des lieux de culte. Il est très joli. Quand ils faisaient le chemin de la transhumance, ils se recueillaient un peu partout. Ils priaient. Et nous, on va faire pareil, on va allumer les bougies. Ah. Ouais, la porte, elle est jolie. Mais elle est un peu grippée. Essaye de ne pas la casser surtout. Non, regarde. San Pedro. Ça va? Tu arrives à allumer? Ouais, ça va le faire. Voilà. J'ai dit, ben. Les bergers d'antan devaient être vraiment très croyants hein, pour jalonner comme ça tout leur parcours de ces petits édifices religieux. Ouais, t'imagines ce qu'ils ont construit un peu partout.
Eh ouais, à l'époque, la société corse traditionnelle était très rattachée à l'église et à ses saints, ils étaient très croyants. Et là, on a Saint-Pierre, qui était l'un des saints les plus représentés en Corse, avec Saint-Paul. Et Saint-Pierre, lui, c'était un pêcheur. Et figure-toi qu'il s'appelait Simon à sa naissance. Et ensuite, il a abandonné ses filets pour aller rejoindre le Fils de Dieu. Et tous les deux connurent un sort funeste sous le règne de l'empereur Néron. Saint Paul fut décapité et Saint Pierre a été crucifié la tête en bas et inhumé au Vatican. Bon, c'était dur à l'époque, hein, les roubages. Et tu sais qu'il y a aussi Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue qui est vénéré aussi ici, d'ailleurs, dans le Nioul, puisque les bergers partaient en transhumance après la Saint-Antoine, qui était, je crois, la célébration de la Saint-Antoine, c'était le 13 juin. Alors, ils portaient avec eux en transhumance une petite statuette de Saint-Antoine qui mettait, figure-toi, à l'intérieur d'une corne de vache qu'ils attachaient au cou d'une chèvre, donc, enfin plutôt d'un bouc, hein, le meneur du troupeau ou d'un bélier. Il se promenait avec sa corne et le Saint-Antoine à l'intérieur. Voilà. Et c'était super superstitieux en fait. Et, ouais, et en fait, c'est comme ça que les troupeaux ils étaient en sécurité, ils étaient protégés par Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue. Ouais, et ben, nous on va faire comme eux, on va transhumer sous la protection de Saint-Pierre. Tu pourrais fermer quand même. J'arrive pas. Je suis dans le souffle du Dieu. De ces bourrasques. Et tu sais d'ailleurs, que le bec ou le bélier, là, Oui. hein, on l'appelait Ougastrade. Ouais, Pourquoi? Il a jamais, toute sa vie? rien. Nous, on a l'onde. Même pas vite fait comme ça. Pourquoi tu me poses toutes ces questions, toi? Comme ça. Hop, Ouais. C'est incroyable ces arbres. J'ai jamais vu des troncs aussi courbés comme ça. Il est presque à l'équerre. Ouais, tu as vu, en même temps ici, sauf Yaouin, toi. Là, c'est 130 km/h, sans pitre. Après des fois, tu rencontres même des gens comme ça, tu sais, avec les faces un peu inclinées. Et ils sont nés à San Pedro. Ouais. Ils sont magnifiques. Et celui-là, c'est mon préféré. Je vais prendre un peu d'énergie. Complètement fou ce gars. Donne-moi la force. La sève coule dans mes veines. Où tu es? Paul? Tu crois que c'était des bergeries ça? Je pense pas. Hein. Tu sais, là, on est sur des crêtes, pas loin du col. Il y a trop de vent. Là, il n'y avait que les démons ici. Ils ne s'installaient pas à ces endroits exposés. Hein. Ah, celui-là, comme il est beau. Ils sont magnifiques, ces êtres. Hein. Ouais. Uvaio. Belluccio, hein. Tout tordu. Et regarde, tiens, juste à côté, là, on a l'élébore, là, voilà. Regarde comme elle est verte. Viens voir. Et tu sais que l'élébore, elle a des propriétés. Et d'ailleurs, les bergers s'en servaient beaucoup. Pour faire quoi? Un oak. L'élébore, c'est un oak en Corse. Alors, tu sais ce qu'ils faisaient avec? Ils prenaient les racines, donc ils pilaient la racine, ils déracinaient, ils pilaient avec un pilon. Ils faisaient une sorte de pâte. Et souvent, les chèvres ou les brebis en montagne, elles s'esquintaient, tu sais, dans les rochers un peu tranchants. Ouais. Et après, elles s'infectaient, il y avait des vers, tu vois, les plaies n'étaient pas très jolies. Donc, avec cette pâte hein, de racines d'élébore, il la mettait tout autour de la jambe de l'animal et ça soignait, ça tuait le ver et ça cautérisait la plaie. Imagine. On dirait qu'elle pique, mais en fait pas du tout. Non, elle est douce. Et les animaux ne la mangent pas? Non. Et elle peut être toxique. Hein. Figure-toi qu'on l'utilisait aussi quand on avait la rage dedans. Ah bon? On mettait un bout de racine, ça te tuait la dent net. Ça te tuait aussi du coup, non? Non, te tuait, non, mais ça dévitalisait.
En fait, il y a les dents grises, tu sais. Ou jaune ou verte. C'est joli, hein, quand même. Ça m'intrigue quand même, ces pierres-là, comme ça. À quoi ça pouvait servir? Peut-être que c'était aussi des endroits pour parquer les troupeaux. Hein, tu sais, en transhumance, il fallait souvent s'arrêter de par le mauvais temps ou ils n'arrivaient pas dans les temps. Et attention. Tout va bien. Voilà. Non, à mon avis, ici, c'était pas des bergeries, c'était plutôt ça. Ils parquaient les bêtes, ils mangeaient, ils cassaient la croûte, ils restaient une nuit. Et après, ils repartaient vers les pâturages. Regarde là. Génial. Il y en a trop de vent. Elle est pas bien là? Enfin, moi, je pourrais pas vivre là. Hein. Il y a beaucoup trop de vin. Et tu m'aurais fait des fromages à manger. J'aurais fini comme ça. Voilà. Aussi. J'aurais fini tordu. Comme ça. Hop, hop. Les hautes montagnes attirent le vent. Et celui qui vient du nord-ouest et que l'on appelle ici le maestrale est des plus redoutés, tant ses colères sont violentes, capables de tordre à jamais les arbres les plus robustes, de déplacer les rochers, de faire taire les oiseaux et de rendre fous troupeaux et bergers. C'est un vent de rafale, puissant et dévastateur. Un vent froid qui descend d'Europe du Nord, le long de la vallée du Rhône, et prend vigueur à la surface de la mer pour se déchaîner sur les sommets de l'île. Là, elles sont bien. Emo begole, pasciano, sono tranquille, tutto va bene. Prends pour un berger. Mais je l'ai été, enfin plutôt gardien de troupeau. Quand j'étais adolescent. Ah bon? Et ouais. Je savais pas. Et là, on va les monter dans la montagne, en estive, vers les bergeries. Tu sais qu'ils mettaient des jours et des jours pour aller dans leur bergerie, là-haut dans les montagnes. Ça me fait penser à une histoire d'ailleurs qu'on m'a racontée qui se déroulait dans le Niol, pas très loin, là, dans ces montagnes. Un jour, un jeune fils découvrit son père allongé près du troupeau. Le pauvre homme était mort de vieillesse. Alors, il fit appel à des compagnons pour l'aider à porter son père à l'intérieur de la bergerie. Et là, ils décidèrent tous ensemble avec les bergers d'enterrer en fait son père le lendemain matin. Et le jeune homme, le pauvre, était très très triste. Et il était pris d'un sentiment de culpabilité parce qu'il avait toujours entendu son père dire qu'il voulait être enterré au village auprès de sa défunte épouse et de ses parents. Ah ouais. Alors le soir, alors qu'il veillait son père en implorant son pardon, un cavalier surgit. Alors tout le monde était très étonné parce que c'était très très rare de croiser des cavaliers dans la montagne comme ça. Ouais, vous richetir, et en plus, il ne devait même pas être du coin. Sûrement pas. Donc il lui expliqua qu'en fait il était poursuivi par les gendarmes pour une histoire de contrebande et qu'il a choisi donc de rejoindre les montagnes. Au moins il était sûr que les gendarmes ne se risqueraient pas à aller chercher sur des terrains aussi dangereux et escarpés. Alors la nuit était tombée et puis le cavalier avait très faim. Donc le jeune homme lui proposa de partager le repas avec lui. Alors tout en discutant, le jeune homme lui raconta un peu ce qui lui était arrivé. Et le cavalier lui proposa en fait de descendre son père au village dès le lendemain matin. Le jeune homme était un peu embarrassé parce qu'il lui disait qu'il en fait il pourrait absolument pas le payer parce qu'il était très très pauvre. Mais le cavalier insista, alors le jeune homme finit par accepter, en le remerciant bien sûr très chaleureusement. Alors le convoi mit 3 jours pour atteindre le village. Les sœurs du défunt remercièrent le cavalier qui leur avait ramené le père. Et puis comme il commençait à pleuvoir très très fort, elles proposèrent le gîte au cavalier. Et le lendemain matin, donc imagine que la nouvelle avait vite fait le tour du village,
une troupe de gendarmes arriva. Ils cherchaient abri sec parce qu'il pleuvait toujours gros comme ça. Le cavalier eut juste le temps d'enfourcher sa monture et de filer avant que les gendarmes ne l'attrapent. Partir derrière lui, ventre à terre, sur le chemin très étroit et sinueux qui menait au fleuve. Et les gendarmes savaient en fait qu'il n'y avait pas de pont et que le cavalier forcément allait être un moment coincé et qu'il pourrait l'attraper. Donc le cavalier il allait devant à fond et un coup il y a une mystérieuse silhouette qui lui barre le chemin et qui lui dit « Tu veux traverser ? Traverse ici mais vite, car la crue fait monter les eaux et bientôt ce gué n'existera plus. » Le cavalier il hésitait quand même un peu et puis il s'élança dans les eaux tourbillonnantes et effectivement il réussit à grimper sur l'autre berge. Quand il se retourna pour remercier son sauveur, il n'y avait plus personne de l'autre côté, sauf les gendarmes qui déboulaient. Et comme ils virent qu'il avait réussi à passer, eux aussi tentèrent la traversée et les deux premiers se jetèrent dans les flots et furent comme ça submergés par une énorme vague tout entier avec les chevaux. Il n'y a plus les gendarmes. Voilà. Donc du coup le cavalier put continuer sa route. Et l'homme mystérieux, ça devait être peut-être Dieu, non? Un envoyé de Dieu, Voilà. pour les remercier. Exactement. Comme quoi, toutes les actions, quand elles sont accomplies gratuitement, sont récompensées. Eh ouais. Il faut toujours faire le bien. On va les amener, ces brebis là-haut. Aspetta bene. La montagne est, après le littoral, l'autre cœur historique de la Corse. Celui du pastoralisme, ses bergers et ses troupeaux. Celui des convois de muletiers qui reliaient les vallées encaissées. Ces barrières rocheuses, ces murailles dressées comme des épines sur le dos de l'île, ont été 1000 fois le fantastique panorama des bergers et des marchands tout au long de l'histoire de la Corse. Tout comme celui, aujourd'hui, des randonneurs qui sillonnent à nouveau ces chemins entaillés, au pied d'imposants colosses de pierre. Les chèvres passaient par là, sur les crêtes de San Tommaso, pour rejoindre le lac du Nîmes, le Camputile. Pour elle, c'était facile. Hein. Ouais, ah, tiens, une gourde, j'ai soif. Tu vois, les randonneurs, ils laissent tout, les gourdes, les sacs à dos, les tentes. Parce qu'en fait, ils partent chargés comme des mules, des moulachs. Et après, ils n'en peuvent plus. Et Ils abandonnent tout sur le chemin. Ouais, mais nous, on récupère. Hein. Voilà. Aussi, ils chaque à peine à quoi. Non, tu bois pas ça, hein, c'est dégueu, Paul. Les os rouges qui... Ça a des haltères. Regarde là, la vallée. Magnifique. Hein. Ça plonge dans le Liamone, tu vois, parce que le Liamone, il prend sa source juste au-dessus et il se jette dans le golfe Sagone. Ah. On voit bien la mer de là. T'es. Moi, je vais faire la pause technique. Voilà, fais attention, hein, parce que des deux côtés, on a le vide. Hein. Mais bon, tu me fais toujours passer par des chemins.
Attends. Attrape-moi. Ouf. Tu as de ces idées, franchement. Je suis pas une chèvre, moi. Hein. Et moi, je suis un bouc. Tu me bouques. C'est bon. Ça passe. Ça passe plus. Ah, mais là, ça va. C'est bon. Encore plus haut, cette étrange falaise juchée sur le massif représente le second sommet le plus important de l'île, la Paglia Orba. Elle est comme un immense monstre de grès qui lèverait la tête arrondie vers le ciel. Elle qui est faite de roches sédimentaires que la tectonique a perchées sur un massif volcanique plus ancien. Sur le toit de l'île, juste en dessous de la voûte céleste, les montagnes prennent des formes de monstres pétrifiés, des monstres couchés aux allures paisibles, comme les gardes d'une forteresse fantastique. Juste derrière la Paglia Orba, le cap Putafunato garde un œil ouvert sur la vallée qu'il semble protéger. Ici, l'homme est définitivement entré dans le domaine des dieux et des monstres légendaires. Un univers de forces mystérieuses et surnaturelles, où tout n'exprime que puissance et grandeur. Ah! Porca stazzona! Du Fils et du Saint-Esprit. Ah! Usatanasso! Ah! Ah! Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Ça va pas? Je chasse le malin. Ah! Parce que figure-toi qu'ici vivait le diable. Ah bon? Il y a des millions d'années, ouais. Il piace tanto la fare. Et le diable était installé ici, il avait installé même sa forge à l'endroit même où nous nous trouvons, et il labourait la terre du milieu. Et un beau jour se brisa ce qui ne pouvait être brisé, le soc de sa charrue. Donc le diable décida de reforger un nouveau soc, aussi dur que la roche de Dieu. Il forgea des années, des siècles, et un beau jour, d'un coup de masse, bah, il éclata la roche en 3 morceaux. Et ensuite, fou de rage, il prit le marteau, il le lança à travers la vallée, et le marteau alla percuter la montagne d'en face, et naquit le cap Putafunat. Et ici, il ne reste aujourd'hui que les pierres pétrifiées, les morceaux de forge. C'est marrant parce qu'on m'a raconté une autre version de cette histoire. On m'a dit qu'en fait, ces gros rochers avaient été des bœufs, les bœufs que Saint Martin aurait pétrifiés. Les bœufs du diable, bien sûr, parce qu'il est intervenu un jour que le diable essayait de labourer ses plateaux. Et il figea le tout dans la pierre. Le diable, fou de rage, attrapa sa charrue et pareil, il la jeta, il fit traverser la vallée pour aller percuter la montagne en face et créer l'actuel trou. La montagne percée. Voilà. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Mais je préfère la mienne. Je préfère la mienne. Mais on va garder les deux alors. Passe-moi un peu d'eau, va, s'il te plaît.
C'est la gourde que tu as trouvée sur le chemin. Ben oui, Oh, la gourde du randonneur. ben oui. Oh, j'en veux pas. Oh, le lac Ginny. C'est pas beau ça, c'est le paradis. En fait, le diable, il avait rien à faire là. Il vivait là, hein. Il dirait Azogaz, Guy. Ouais. Heureusement que Saint-Martin a débarqué, qu'il a pétrifié les bœufs. Saint-Martin, il n'est pas venu ici. C'est le diable qui vivait ici. Je te le répète plus. Moi, on m'a dit qu'il y avait Saint-Martin dans le coin et que c'est grâce à lui que le diable a arrêté de labourer le plateau. Ouais, mais Saint-Martin, je le vois. Regarde, mais il s'est transformé en bœuf. Puis tiens, si tu allais rendre la gourde là, Ah bon. au randonneur. Oui, c'est ça, je me la garde, ami dingo. Et je te dis, moi, que Saint-Martin, il était dans la scala de Sant'Ardina, et Micagui. Bon, ok, Paul. Saint-Martin, il n'y était pas sur le plateau. Par contre, il est dans d'autres histoires. Ah, ça c'est mieux. Ça te rassure? Ah oui, Par contre, je voudrais que tu rendes cette gourde au randonneur. pas de question, je l'ai trouvée, je la garde. On ne garde pas des gourdes comme ça. Il a bu dedans. C'est pas propre. Un peu. Moi, j'aime bien cette gourde, elle est toute rouge. Entre les hauts sommets du nord de l'île, le lac de Nîmes occupe une large cuvette. Non pas dans un repli à flanc de montagne, comme c'est souvent le cas en Corse, mais dans un cirque creusé entre des pointes rocheuses, à 1750 mètres d'altitude. Ce lac de montagne est, comme toujours en Corse, le vestige d'un ancien glacier, au temps où la Corse se trouvait sous l'ère glaciaire. Il y a 14 000 ans, la glace a fondu et une partie de l'eau s'est retrouvée piégée par un bourrelet de roches que l'on nomme une moraine. Un bourrelet constitué de roches accumulées là par les mouvements du glacier. Bien sûr, au fil des millénaires, le lac s'est résorbé. Il occupait jadis toute la cuvette, sur des centaines d'hectares. Il ne représente aujourd'hui qu'une petite retenue d'eau à l'endroit où la cuvette est la plus profonde. Il demeure toutefois le second lac d'altitude de Corse par sa superficie, 6,5 hectares. Mais il est peu profond et son périmètre ne fait que se réduire d'année en année. Cette évolution est lente, mais inexorable. Les sédiments transportés par le vent, les graines de roches détachées des sommets, tout cela vient combler peu à peu la cuvette glaciaire, participant à la réduction du lac. Sur ces sédiments gorgés d'eau, une végétation unique s'est développée, formant une prairie grasse d'herbes tendres et très vertes. Un jardin magnifique, suspendu aux nuages, comme une oasis au milieu d'une montagne aride. Tu trouves pas qu'on se croirait en Écosse, là, dans les Highlands? Tu as raison. Hein? Regarde le temps, avec tous ces nuages bas, sur les berges du lac Ladakmour. Mais non, on est au Nino, au Niolo. Et belle tout là, ouais. Magnifique. Ouais. C'est un lac qui fait quand même 6,5 hectares. Hein. C'est pas le plus grand, mais bon, c'est quand même pas mal. Il est profond? Pas très profond, hein. Tu vois, il y a quelques mètres là, et en son centre, il y a 10 mètres maximum de profondeur. Et c'est un lac qui s'est formé il y a très longtemps, des milliers d'années, c'était 14 000 ans. C'était un lac glaciaire, on le voit bien là, tu vois. Une cuvette, et là-bas, tu as toute la moraine, tu vois, la roche qui est au fond là. Le glacier poussait, et ensuite il a fondu et donné naissance à ce beau lac. Ouais, et il y a plein de végétation aquatique, hein. Regarde là. Devant nous, on a des potamogétons avec ces tiges qui sont plantées dans le lac et qui montent. Et ça recouvre quand même une bonne partie. Hein. Ouais, et là, ça fait des feuilles ovales de couleur marron, verte. Ouais. Et après, tu as aussi d'autres plantes comme la méillante à tiges dressées. Tu vois, ces tiges vertes qui montent hors de l'eau. Elles sont très jolies. Hein. Ouais. Et après, tu as plein d'insectes, des insectes aquatiques qui vivent. Il y a plein de larves. Et des gros poissons. Et qui se font manger par les truites. Ouais.
c'est magnifique. Ces couleurs, ça lui donne un peu un aspect très mystique. Hein. Ouais, surtout avec ce temps. Hein. Ouais. Allez, ben. C'est dingue comme le temps change vite. Hein. Ouais, les cousines, la 8, hein, un ado. On peut pas la contrôler. Hein. Comme tous les lacs de la montagne corse, le lac de Nino est alimenté par la neige chaque hiver. Durant 5 à 6 mois, la neige recouvre les herbages, maintenant le degré d'humidité de la tourbe. Au printemps, une vie nouvelle éclot, constituant alors un pâturage exceptionnel, très prisé par les bergers de l'île, qui s'empressaient, jadis, de gagner ces alpages durant l'été, lorsque le soleil brûlait la végétation littorale. Regarde, c'est vert pâturage, c'est joli. Hein. C'est magnifique. Ouais, ces beaux alpages. Et tu sais qu'en Corse, il n'y en a pas beaucoup des endroits comme ça. Hein. Ouais, c'est ici hein, qu'autrefois, il y avait de nombreux bergers avec de nombreux troupeaux. Chèvres et brebis vivaient ici en harmonie avec la nature. Hein. Il devait en avoir des milliers du coup en même temps. Ouais. C'était une autre époque. Et là, hop, on traverse la Potine. Hop là. Di un bello luogo comunque, eh? Les territoires de bergers du Niolo. I bastori. Ouais, alors qu'il est, ils étaient en train de traire leurs bêtes pour faire de bons fromages. Puisque tu me parles de berger et d'espace de pâture, je vais te raconter une histoire. Est-ce que tu connais l'histoire du berger qui voulait devenir roi du Niolo? Pourquoi il y avait un roi au Niolo? Alors, il était une fois un beau jeune homme. Il était brun, les traits fins, il était grand. Un homme d'une beauté exceptionnelle. Mais il était toujours seul, car il vivait en permanence donc avec ses chèvres et ses moutons dans la montagne. Une fée, un jour pourtant, le remarqua et tomba sous le charme, tant il était beau, et elle lui proposa sur le champ de l'épouser. Le jeune homme, qui n'avait jamais connu de femme, trouva l'occasion trop exceptionnelle, parce que la fée était vraiment très très belle aussi. Hein. Il accepta. Et puis, par contre, il était un peu embêté parce qu'il souhaitait dire au revoir à sa famille avant de partir avec la fée, parce qu'elle lui avait dit « Je suis une fée et je vis au pays des fées. Et si tu veux m'épouser, il va falloir que nous quittions ces montagnes et passer au-delà de ces cimes pour rejoindre mon pays. » Sur ce, elle lui laissa 3 jours. Le jeune homme partit donc en direction du village par le chemin de transhumance et il tomba sur le carrosse de la reine du Niolo. La reine était vieille, elle était veuve depuis longtemps, elle s'ennuyait, tu vois, elle était vieille, laide, elle avait vu personne depuis très longtemps, elle vit ce beau jeune homme qui était si magnifique, elle lui proposa de l'épouser parce qu'elle tomba sous le charme aussi tout de suite. Bah, Oedipe. Et du coup, lui, il était très intéressé parce qu'il se dit, eh ben, ok, elle est vieille, elle est laide, mais elle peut faire de moi le roi. À moi, les richesses, les bêtes, le pouvoir. Donc il accepta, monta dans son carrosse et tout de suite elle l'habilla, lui mit les plus beaux habits, les velours, les dorures et ils repartirent sur le sentier. D'un coup, un énorme nuage de fumée, tout disparut, le carrosse, les beaux chevaux, les gens, les beaux habits. Et le jeune homme se retrouva le cul par terre, dans la poussière, tout seul, face à la fée, furibonde, qui lui dit « Tu m'as trompé pour de l'argent et le pouvoir. Tu vivras désormais seul et sans le sou, et tu seras aussi laid que tu fus jadis beau. » Et d'un coup de baguette magique, elle disparut. Eh bien, imparerà così, hein? L'argent. Et on dit qu'il fut tellement laid que personne ne pouvait le regarder sans baisser les yeux. Eh ouais, une belle histoire, hein? Il y en a qui devraient réfléchir, hein? Et on ne trahit pas la confiance d'une fée. C'est vrai. En tout cas, ici, tu vois, tu as vu le temps comme il change vite. Ça descend là, Capudo, tu Bocca Stazione, ça rentre, le vent arrive, tu as vu, d'une force. Et puis après, les nuages, le soleil.
C'est très changeant. Hey, vent, pluie, soleil, un ami Gaudin pour lui. Hey. Voilà. Oh, comme c'est joli. Idiot, là. Beau dessin, hein? Ouais. Paysage. Joli. Regarde. Là, tu as la montagne. C'est Punta Artiga qui nous domine. On doit avoir une sacrée vue de là-haut. Là, les contreforts montagneux au fond. Direction le Compoutillo qui se trouve en bas de la vallée. Et là, les pelouses avec toutes ces potines qui nous entourent. Et là, juste ici, le Tavignane qui prend sa source au lac. Belluccio, hein? Il serpente là, à travers les pelouses naturelles, cette tourbière. Et regardez d'ailleurs, Qu'est-ce que c'est que ce le poisson? bicoulubèche. C'est une truite. C'est une truite, petit comme ça. Et ouais, là il y a plein de truitelles. Des Truite. truitelles. La truite fario. Et après, elle va dévaler le cours d'eau pour aller grossir un peu plus bas. Elles sont belles, hein? Ce qui est remarquable ici, ce sont toutes ces pelouses naturelles. Hein. Pelouses humides. Hein, c'est des zones tourbeuses, là. Tu vois. La tourbe, c'est l'accumulation, on voit bien, là, de végétaux, hein, de plantes au fil des siècles. Ça a formé un coussin d'herbes humides. Un vrai matelas bien moelleux. Ouais. Un appel à la sieste. Tu l'as dit, ouais. Et c'est avant tout, hein, cette pelouse-là, une manne pour les bergers et plutôt pour les troupeaux. Tu vois, parce qu'ici, l'herbe, elle est bien verte, alors qu'en bas, près du littoral, elle est toute brûlée par le soleil. Donc les bêtes elles vont venir ici, en abat cuit et gabre et bégore. D'ailleurs, hein, elles arrivent, regarde. Oh, elles arrivent. Elles sont belles, hein. On est bien là. On n'a pas intérêt à rester trop longtemps, parce que s'il nous débarque le troupeau, Ouais, mais bon, on est bien même au milieu des brebis, hein. l'herbe grasse comme ça à perte de vue, elles vont pas venir nous piétiner. Non, tu as bien ça, oui. Ah, et tu sais que c'est aussi un refuge pour plein de plantes, hein, qui vivent ici. D'ailleurs, on voit aussi souvent des crocus un peu partout. J'imagine que toutes ces plantes qui vivent comme ça, très isolées du reste de l'île dans les cuvettes, elles évoluent vers un endémisme prononcé, non? Ouais, et on dit que la moitié des plantes de haute montagne en Corse, elles sont endémiques. Ouais. Et tu vois, toutes ces pelouses-là, elles vont petit à petit prendre le dessus sur le lac. Elles vont manger le lac? En gros, enfin, il faut du temps quand même, hein. Mais autrefois, le lac, il s'étendait, il était beaucoup plus grand, il s'étendait jusqu'ici. Et au fil des siècles, la pelouse, elle a grignoté, grignoté, grignoté. Et ça veut dire qu'un jour, il n'y aura plus de lac? Un jour, mais bon, l'aiguille attendre. Ouais, un jour, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a le lac. Autrefois, qu'est-ce qu'on avait? De la glace. Après, les pelouses. Et après, à vous richt. Les zones, ils vont prendre le dessus. Quel dommage. Mais bon, un boudin. C'est mon mica vacu. Une petite sieste s'impose. Ouais. Ça lui reprend. Ce tapis de mousse est effectivement un appel à la sieste. Une belle manière de terminer cette superbe randonnée dans un des plus beaux jardins de l'île.